On a une chance extraordinaire d'être en vie. Il y a un chiffre qui m'a fait tiquer, c'est 1 sur 400 000 milliards. C'est le nombre de chances que tu avais d'être en vie aujourd'hui sur Terre. Et quand tu l'entends, ce chiffre, que tu réalises, bah, comme il est tout petit, la chance que tu as, enfin, je veux dire, il faut la saisir, il faut croquer la vie, faut être soi, il faut profiter de ce qu'on peut donner aux autres. Bienvenue dans Histoire d'impact. Ici, je donne la parole aux entrepreneurs qui suivent leur mission de cœur en choisissant l'alignement plutôt que les apparences. Je m'appelle Marine, je suis coach en communication authentique et je fais de l'unicité notre plus grande force. Parce que chaque voix compte et porte en elle le pouvoir d'inspirer et de transformer. Hello Caroline, je suis hyper contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis d'autant plus ravie que c'est avec toi que vraiment va débuter cette aventure avec la chaîne YouTube. Et en plus, tu fais réellement partie de ces personnes qui m'inspirent euh, très naturellement par ton authenticité, ta bienveillance qu'on ressent, mais aussi par ton histoire. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir mettre en lumière tout ça. Est-ce que tu es prête? Oui, merci. Bah, à toi déjà de me proposer ce genre d'interview que j'affectionne particulièrement. Je te remercie pour les compliments. Je peux t'en retourner un certain nombre. Et bah voilà, je suis ravie d'être là et j'ai hâte de voir toutes les questions que tu vas me poser. C'est pas préparé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs au niveau de mon langage et que ça te conviendra. On Tout va à tout donner. fait. En tous les cas, c'est en toute authenticité, toute spontanéité, c'est ça qu'on aime. Exactement. Ok, génial. On va commencer classiquement. Donc aujourd'hui, tu es coach business, mais au-delà de cette simple étiquette, si je puis dire, j'ai envie de savoir vraiment qui est Caroline. Caroline, avant même d'être coach business, c'est une maman. Parce que ça, c'est un rôle que j'ai choisi et dont j'ai toujours rêvé. Je voulais être maman très très jeune. Moi, si j'avais pu être maman à 18 ans, ça aurait été le bonheur de ma vie. J'ai deux grands garçons maintenant, de 18 et 15 ans, deux nouveaux diplômés dont je suis très fière. Je suis remariée, donc j'ai eu deux mariages. Le premier qui a été assez compliqué parce que j'étais avec une personne un peu toxique. Et le second dans lequel je m'épanouis et où je me révèle vraiment être moi-même et où en fait, voilà, c'est moi quoi. Voilà, Caro est dans la place maintenant et elle s'assume aujourd'hui alors que jusqu'à présent, je ne m'assumais pas. Voilà. Ok, on reviendra dessus, mais donc aujourd'hui, un deuxième mariage qui permet de te révéler, ça te révèle aussi dans ta posture de coach business, du coup. Bah oui, parce que je m'assume plus. Donc déjà, quand tu t'assumes, tu as un discours qui est beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. Bon, je dis beaucoup de bêtises, mais ça fait rire tout le monde. Et cette joie, en fait, elle se communique aussi. Le bonheur se communique, la joie se communique, toutes les émotions se communiquent. Donc autant communiquer des choses positives. Et si tu les as pas autour de toi, bah, c'est forcément un peu plus dur. Justement, tu parles d'émotion. Quelle est l'émotion qui a le plus guidé ton parcours jusqu'ici, si on devait le résumer? L'amour. Ah, c'est beau. En un mot, l'amour, ouais. Mais vraiment l'amour des autres, l'amour de ma famille, l'amour de mon métier, l'amour, j'ai presque envie de dire de moi, en fait. Parce que si j'étais pas ce que j'étais au fond de moi, jamais je pourrais faire ce boulot de coach business. J'ai toujours aimé les gens, voulu les aider. Et voilà, donc je pense que ouais, l'amour, ça résume un peu tout ça. Génial. Et là, donc, qu'est-ce qui t'a vraiment conduite à faire ce que tu fais aujourd'hui? La vie, les expériences, beaucoup de choses. La première chose, c'est que je suis fille moi-même de commerçant artisan. Donc, j'ai vu tout de suite le revers de la médaille d'être à son compte, les galères, les prises de tête permanentes, la solitude, le fait d'être tout le temps au boulot et de galérer pour vivre, enfin, toutes ces choses-là. Les autres choses qui m'ont fait arriver là, c'est des drames. C'est le décès de ma meilleure amie qui avait 35 ans, c'est le décès de ma maman à 65, c'est beaucoup de... En 2 ans, j'ai perdu plus de 10 personnes proches, si tu veux. Et bah, du coup, l'urgence de vivre et de me réaliser et de comprendre que ben, la vie, elle était belle, elle était pourrie aussi parfois, mais on a une chance extraordinaire d'être en vie. Il y a un chiffre qui m'a fait tiquer, c'est 1 sur 400 000 milliards. C'est le nombre de chances que tu avais d'être en vie aujourd'hui sur Terre. Et quand tu l'entends, ce chiffre, que tu réalises
comme il est tout petit, la chance que tu as, enfin, je veux dire, faut la saisir, faut croquer la vie, faut être soi, faut profiter de ce qu'on peut donner aux autres, faut avancer dans cette idée-là, en fait, d'épicurien et de croquer la vie, quoi, de faire des choses qui te font plaisir, qui te font... Moi, tu vois, rien qu'en le disant, j'ai les poils, quoi. Pour moi, c'est une urgence de vivre. Et justement, cette vision-là, est-ce que tu l'as toujours eue un petit peu et elle s'est accentuée avec ce que tu as traversé après, ou c'est vraiment ces drames-là qui t'ont fait naître cette vision? L'urgence de vivre? Ouais. L'urgence de vivre, c'est vraiment les drames. Franchement. Euh, L'amour des autres, c'est ancré en moi, l'envie d'aider les autres. Voilà, après, tu choisis un petit peu qui t'a envie d'aider. Donc, je peux pas dire je veux aider que des chefs d'entreprise. En fait, je veux aider la personne qui mouille la chemise, qui galère et qui mérite de s'en sortir. Voilà. Mais il y a vraiment ce terme aussi de mériter. C'est-à-dire, si c'est une personne qui monte une boîte pour, entre guillemets, exploiter tout le monde, ça m'intéresse absolument pas. Mais celui qui a tout mis dans sa boîte, tous ses rêves, tout son argent, toutes ses croyances, toute cette volonté-là, et qui aujourd'hui se sont soit perdus, soit découragés, soit épuisés, soit démotivés, ou qui a un manque de clarté, comment je structure ma boîte pour y arriver, etc., et la rentabiliser, là, ça me parle, tu vois. Et du coup, quelle est ta valeur la plus forte, que ce soit dans ta vie et dans ton business? L'amour. J'y reviens tout le temps, hein. La valeur la plus forte, ouais, c'est l'amour. Alors dedans, tu as la bienveillance, tu as l'écoute, tu as un tas de choses. L'amour, c'est pas juste l'amour du grand amour avec mon mari, c'est pas le même amour, ni celui avec mes enfants, il est différent. Mais c'est ouais, le respect des gens, l'écoute, l'empathie. Ouais, je crois que c'est vraiment ce sous quoi je mets amour, quoi. C'est voilà, aimer l'autre sans attendre en retour. C'est vraiment de tout faire pour que lui s'en sorte et de lui donner les clés pour qu'il y arrive. C'est pour ça que ma boîte s'appelle Partenaire Clé. C'est vraiment ensemble, c'est un partenariat pour trouver les clés qui fonctionnent pour lui. Voilà. Et donc, tu l'as dit, enfant de parents entrepreneurs, toi, tu as commencé à travailler très jeune. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, ben j'avais le berceau déjà dans le magasin, hein, faut pas rêver. Ma mère repassait entre deux tétés, servait les clientes, etc. Et moi, ouais, au primaire déjà, ouais, j'avais même pas 10 ans, je dis souvent 10 ans, mais c'est même vers 9 ans, je tenais le magasin toute seule. Je restais seule à l'appartement avec ma petite sœur qui avait 3 ans de moins que moi bien avant. Alors ça va te faire rire. Je pense que je devais avoir 6, ouais, à peu près 6 ans, ma petite sœur 3, dans les premiers temps où mes parents nous laissaient vraiment seuls. Et mon papa m'avait appris à composer les numéros de téléphone pour les appeler parce que le magasin n'était pas très très loin. Mais nous, c'était pas le téléphone bibi, tu sais, c'était celui-là. Grac, grac, grac. Alors, quand tu te plantais, il fallait raccrocher, faire recommencer tout à zéro. Enfin, c'était une angoisse, ce téléphone. Mais voilà, ouais, à 6, 7 ans, j'étais seule avec ma sœur. Et vers 9 ans, je tenais le magasin toute seule. Tu m'avais dit que cette période, ça avait, par rapport à donc d'autres enfants, toi, ça t'avait permis d'acquérir, donc heureusement ou malheureusement, je sais pas, beaucoup de maturité. Qu'est-ce que cette époque a concrètement planté en toi, si je puis dire? Ah, mon enfance, elle a planté. Parce que du coup, manque d'insouciance, manque, voilà, trop de responsabilités. Mais en même temps, c'était la normalité pour moi, si tu veux. Tu vois quand c'est pas normal, le jour où tu te confrontes à la vie des autres. Tant que tu es dans ton univers, que tu as grandi toujours comme ça, pour toi, c'est normal. Ça a planté la graine que j'ai balayé depuis. Mais on n'arrive jamais rien sans rien, il faut vraiment bosser dur pour s'en sortir. Voilà, ça, c'est des choses que... On est une... Enfin, je m'estime être une génération qui n'a pas envie de revivre ce que les parents avaient, c'est-à-dire que vraiment, le travail, c'est toute ta vie et le reste passe derrière, autour, mais pas au centre. Aujourd'hui, mais je ne suis pas la seule à être comme ça, Dieu merci. On a envie d'un équilibre. Et que tu sois salarié ou chef d'entreprise, cet équilibre, il faut impérativement le trouver. Parce que sinon, tu sacrifies beaucoup trop de choses et tu t'en rends compte beaucoup trop tard. Et après, tu peux ramer, quoi. C'est compliqué. Est-ce que toi, quand tu t'es lancé à ton compte, tu as tout de suite su que tu voulais justement pas reproduire ces erreurs de charbonner,
réellement, comme peut-être tu avais vu tes parents, ou tu as fait ces mêmes erreurs? Alors, ma vie s'est découpée en plusieurs étapes. Donc, j'ai été salariée pendant 6 ans dans de l'esthétique, en parfumerie. Et après, à 25 ans, quand j'ai vu que la situation, j'allais rester simple vendeuse, alors c'est pas une critique, mais ça me correspondait pas, j'avais besoin de responsabilité, d'entrepreneuriat, etc. Quand j'ai vu que ce poste-là ne s'ouvrirait jamais pour moi comme ça, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique d'un an et de rentrer dans la boîte familiale. J'arrivais à 25 ans. Mes parents étaient dans une période un peu compliquée au niveau boulot. Ils étaient démotivés, fatigués, la perte du goût, tu vois. Et pourtant, pas le choix, quoi. Il fallait bien payer les factures. Ils avaient tout mis dans leur boîte. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée avec mon énergie de 25 ans. On a tout retravaillé, on a bossé. Voilà, j'ai mis les mains dedans. J'ai fait tous les postes, absolument tous. Je pense pas qu'il y en ait un seul que j'ai pas fait. De la production à la gestion, au management, la relation clientèle, fournisseur, etc. et la comptabilité. Et, et en fait, ben, automatiquement, tu reproduis un petit peu les schémas qui sont liés à ton éducation, hein. Donc voilà, bosser beaucoup. Après, j'ai rencontré le père de mes enfants, qui lui était fonctionnaire. Donc pour lui, c'était déjà beaucoup plus compliqué, qui ne me soutenait pas du tout. Et du coup, bah, j'ai réorganisé l'entreprise en fait pour qu'on ait des horaires décents et des vraies vacances. Ça a été le but numéro un. Et donc, du coup, comme ça, par contre, quand j'étais au boulot, quoi. C'était en mode guerrière, machine à tuer, et on y va, on y va, on y va, on dépote. Et bon, après, il y a eu pas mal d'années qui sont écoulées, et à l'année de mes 40 ans, je me sépare du père des enfants, et 3 mois plus tard, maman décède. Et là, moi, j'ai dit à papa, mais moi, une semaine sur deux, j'ai mes enfants, il est hors de question que je finisse à 18 ou 20 heures, quoi. C'est juste pas possible. Et le matin, je peux pas être là à 8 heures, il faut que je les emmène à l'école. Donc, on a réorganisé encore un peu les choses, on a travaillé différemment. Et au moment où papa a voulu prendre sa retraite, il m'a demandé si je reprenais. Et c'est là où j'ai dû faire le choix de garder cette entreprise qui me demandait énormément d'investissement, mais où j'avais d'autres visions et d'autres orientations à mettre en place qui auraient pu fonctionner différemment. Mais elle était loin de mon domicile. Une semaine sur deux, je ne pouvais pas rentrer du temps de midi. Enfin, si un gamin était malade, c'était compliqué. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter les deux entreprises qu'on avait parce que, ouais, en parallèle, j'en avais créé une aussi. Donc, tout arrêter. Et dire, eh ben là, maintenant, à 40, du coup, j'avais 43. Ok, Caro, 43 ans, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Et qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux autres? Et ça, c'est parti de là vraiment, où j'ai dit, il est hors de question que je travaille comme une acharnée. Je veux avoir du temps pour élever et passer du temps avec mes enfants. Donc voilà, je suis partie de là, si tu veux, de cette carte blanche en disant, ben voilà, qu'est-ce que tu ne veux plus? En tout cas, si tu ne sais pas encore aujourd'hui ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux plus et qu'est-ce qui va te permettre de rentrer dans ces critères-là? Et le premier critère étant la liberté de travail quand tu veux, comme tu veux, ben voilà, ben, il faut te remettre à ton compte, quoi, il n'y a pas le choix. Et puis de toute façon, j'aurais pas pu faire autrement, je crois. Est-ce que justement, t'as toujours su, vu que t'es déjà dans le berceau, tu étais dans les magasins de tes parents, est-ce que tu as toujours su que tu reviendrais à l'entrepreneuriat même quand tu étais salarié, ou à un moment donné tu t'es dit bah moi l'entrepreneuriat peut-être que ça me fait pas vibrer, etc. Comment ça a cheminé chez toi? Alors, j'étais salariée, mais j'ai très vite pris la direction de l'entreprise en restant à ma place de salariée parce que c'était un choix pour des raisons de couverture sociale, chômage, etc. J'avais ma boîte à côté aussi où j'étais seule, par contre, là. Euh, J'ai toujours eu envie d'entreprendre, de faire des choses. J'ai besoin de responsabilité. J'ai pas eu de diplôme tant que j'ai bossé là-bas. J'ai même pas le bac, tu vois. Donc je m'étais dit, pour trouver un job où je puisse avoir autant de responsabilités et aller un peu là où j'ai envie d'aller, ça va être très compliqué en mode salariat. Le salariat m'a tiré, pourquoi? Comme pour tout le monde te dire, eh ben, tu as ton petit salaire à la fin du mois, c'est quand même vachement plus confortable, vachement plus simple. Mais il y avait ce feu-là qui me disait, il faut que, voilà, que tu sois ta propre patronne, que tu te donnes les moyens d'y arriver, que tu investisses, que tu crois encore en toi, même si bah, les deux dernières entreprises, on les a arrêtées, c'était un choix. Pour moi, c'est pas une, comment je dis, c'est pas un échec. Ça a été énormément d'apprentissage. J'ai décidé d'arrêter.
Mais sans cet apprentissage et sans cet arrêt, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment pas un échec, ça a été l'apprentissage bah, qui a été un peu long, hein, parce que j'ai la tête dure, ça a duré plus de 20 ans. Mais en attendant, dans ces 20 années-là, bah, j'ai accumulé une expérience et une expertise dans beaucoup de domaines. Et ça, je l'aurais certainement pas eu dans une autre entreprise en tant que salarié. Hmm. Et donc là, tu nous disais, à 43 ans, c'est le tournant. Euh, Tu diriges tout de suite vers le coaching business à ce moment? Non, 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 je suis complètement paumée. Je Ok. suis complètement paumée. Au début, je le vis comme un échec parce que l'entreprise, même si elle ne générait pas des milliers et des milliers d'euros, elle permettait quand même de vivre. Il y avait des salariés, donc c'est enfin, un choix qui est très dur à faire parce que tu le fais pour toi, mais tu impliques du monde derrière toi. Enfin, c'est lourde conséquence pour beaucoup de personnes. Puis les clients, les fournisseurs, enfin, toutes les relations que tu as tissées, quoi. Tu te dis, waouh, ça fait mal de casser un petit peu tout ça et dire, allez, merde, fais chier, je me casse, je fais autre chose. Donc, ça n'a pas été facile. Je me suis noyée dans d'autres choses pour ne pas avoir à penser ben, au deuil de l'entreprise, au deuil de maman, parce que comme elle travaille avec nous, pour moi, elle était toujours dans l'entreprise, si tu veux. Donc, le fait d'arrêter l'entreprise, de quitter le lieu, je quittais aussi maman. Il fallait que je prenne le deuil en pleine face. Donc, je me suis noyée de plein de trucs. Et quand les trucs ont été finis et absorbés, eh ben, je me suis retrouvée un matin à me dire, et maintenant, tu fais quoi? Quoi et pour qui? Et là est venue la question, ben, va peut-être falloir faire pour toi. Et là, alors je ne sais plus comment, j'ai été contactée par une grosse boîte de copilotage d'entreprise qui s'appelle Rivalis au niveau national. Et bah, j'ai passé les différents caps de recrutement. Et lors d'une de ces étapes, ils m'ont donné les coordonnées de personnes Rivalis autour de chez moi. Et puis ni une ni deux, au culot à carreau. Salut, je m'appelle Caro, je vais faire le même boulot que toi, comment ça se passe? C'est Et pas il y en a un avec qui le contact est bien passé, donc on est resté en contact. Je passais aussi alors, un bilan de compétences VAE pour un BTS de la gestion d'entreprise, PME, TPE. Et lui, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux pas le faire à ton compte, je t'embauche. Je te la fais courte. Au final, j'ai accepté son offre et il m'a embauché. Donc, il a fini de me former et puis j'ai pu attaquer tout de suite dès janvier. Et après, pour des raisons personnelles et pas des problèmes de relation à proprement dit. On n'était pas sur le même tempo. Lui, il était, vas-y, il faut que tu enfonces des portes, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois là. Moi, je ne supporte pas, je le vis comme une agression quand je suis de l'autre côté du comptoir. Et quand c'est à moi de le faire, j'ai l'impression d'agresser les gens. Donc, non, je ne veux pas faire comme ça. Je sais que ça va être plus long, plus dur, mais je vais travailler que sur de la reco, que sur des choses comme ça, des rencontres, enfin, saisir des opportunités, être opportuniste dans ce sens-là. Et du coup, en septembre 23, j'ai créé Partenaire Clé. Voilà. Ouais, donc c'est relativement récent. Là, quand tu repenses à tout ce parcours, à cette petite fille de 9 ans qui tenait déjà l'entreprise presque, mature très tôt, euh, qu'est-ce que tu admirais chez elle à son âge? Et si elle te regardait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle admirait chez toi? Alors moi, ce que j'admirais chez elle, c'est sa débrouillardise. Enfin, franchement, m'en suis toujours sortie toute seule. Quand je suis partie de chez mes parents, pareil, j'ai rien demandé. J'étais en contrat de qualif, c'était la galère financière, mais je m'en suis toujours sortie toute seule, toujours trouvé des plans B, C, D, F, G, enfin voilà. Donc sa débrouillardise. Et elle, si elle me regardait aujourd'hui, je pense qu'elle me dirait, je suis fière de ce que tu es devenue. Je pensais pas un jour être comme ça. Voilà. Comment comme ça? Assumer. Sommet. Hmm. Assumer, tu vois, j'ai un papa qui était très patriarcal dans son éducation, donc les enfants ne devaient pas parler, quoi que tu dises, t'étais pas à ta place, fallait pas faire de vagues, enfin toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, bah, j'ai fait valser tout ça, quoi. Enfin, j'ai envie qu'on me voit, j'ai plein de choses hyper intéressantes à dire, et voilà, et c'était des choses qui m'étaient pas permises, enfant. Donc, ouais, je pense qu'elle serait fière de se dire, ah ouais, c'est donc possible, on peut y arriver quand même. On a le droit de le faire. Voilà, c'est ça en fait, l'autorisation, je pense. Elle serait heureuse de voir que je m'autorise d'être ce que je suis. Ça a été quoi les premiers pas vers cette autorisation et comment tu as réussi à affronter, euh, à combattre en fait tout ce qu'on t'avait inculqué pour finalement prendre ta place aujourd'hui? Alors, la première chose, ça a été mon divorce. Parce que bah, quand tes parents ont toujours vécu ensemble,
quand toi, tu as un idéal de vie de famille, tout envoyer valser à 40 balais et c'est pas évident. Tu sais pas trop comment ça va être accueilli, comment toi tu vas même assumer ça, tu vois, le dire à tes enfants, c'est très très dur. Et ta deuxième question, c'était? C'était quelles ont été les grandes étapes pour arriver à Ah pleinement... oui, donc déjà le divorce, donc du coup m'affirmer, me reconstruire grâce à mon mari actuel ou quand on s'est retrouvés, il m'a dit, je peux pas te laisser partir, je suis en train de te perdre. Alors, c'était pas, tu m'appartiens, c'était, je suis en train de perdre tout ce que tu étais. Une jeune femme souriante, drôle, pleine d'humour, dynamique. J'étais complètement effacée, j'étais fermée, j'étais vraiment mal. Donc lui m'a aidé aussi beaucoup à remonter ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mes coachés, mes clients. Parce que quand on coach quelqu'un, on se coach aussi. J'ai des souvenirs comme ça, de phrases très fortes que j'ai dit à un de mes coachés. Je lui dis, et toi aujourd'hui, il s'appelle Fred. Fred, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Fred enfant si tu avais la possibilité de remonter le temps? Donc, bon, il m'a donné sa réponse. Et puis en partant dans la voiture, je me suis dit, mais t'es un peu culotté quand même. Et toi, qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Caro? Et là, je suis partie en larmes, vraiment. Et je lui ai dit, mais si, tu as le droit au bonheur, crois-y, tu vas y arriver. C'est beau. Et en fait, en coachant les autres, automatiquement, si on fait ça vraiment avec son cœur, avec bienveillance, etc., bah, automatiquement, on reprend le revers, quoi. On a un miroir devant soi et on se dit, ah ouais, et toi, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu ferais? Et donc, est-ce que tu as un exemple? Qu'est-ce que tu te permets aujourd'hui que tu ne te serais pas autorisé avant 2003, avant de prendre ta place et de commencer avec tes clients? Alors, avant 2023, en tant que coaching, ce que je ne me serais pas autorisée, c'est d'être aussi présente sur les réseaux. Ça, tu vois, me montrer face cam, des fois pas maquillée, des fois même les cheveux en vrac, machin. Et à oser dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, tu vois, arrêter de m'interdire. Voilà, briser un petit peu ce côté-là. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que j'aurais pas fait. Et la seconde chose, c'est les conférences. Hmm. Je fais des conférences, j'en ai fait pour des laboratoires pharmaceutiques, des salons pro, enfin voilà. Et jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Pas parce que je n'ai pas d'aisance, je sais que ça m'est facile de parler, voilà, je suis assez facile sur ce sujet-là. Mais parce que bah, ça t'oblige à te mettre en avant et qu'on m'a toujours dit, mais non, fais pas de vagues, reste derrière, fonds-toi dans la masse. Donc voilà, je pense que c'est ces deux choses principales qui ont fait que ça a Et vraiment changé. j'entends beaucoup de femmes qui sont, surtout quand elles doivent accompagner, challenger des hommes. Donc, toi, en plus, tu accompagnes des chefs d'entreprise de tout horizon. Est-ce que est-ce que tu as déjà eu peur de peut-être ne pas être prise assez au sérieux en tant que femme, en tant que coach? En tant que coach, oui. En tant que femme, non, parce que j'ai jamais mis de barrière à ce niveau-là et je pense que la valeur que l'on a et ce qu'on peut apporter aux autres suffit en fait comme justificatif. Donc, j'ai pas eu de frein, si tu veux, homme-femme. J'ai eu le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore parfois qui remonte aussi comme ça, hein. Je crois que c'est un travail de toute une vie. Même si tu sens que tu as, brisé un peu le truc, c'est toujours là, sous-jacent, comme le vieux pull, tu sais que tu as dans l'armoire et que de temps en temps, tu lèves un t-shirt et tu fais, il est là, merde, j'ai cru que je l'avais viré. Donc voilà, mais homme, femme, non, j'ai pas. Je trouve même que. Alors, je travaille aussi beaucoup, c'est vraiment 50-50 chez moi en plus, hommes et femmes. Mais j'aime bien le rapport avec l'homme parce que on n'a pas la même vision du fait qu'on est une homme et une homme et un femme. Mais du coup, eh ben, c'est hyper complémentaire et on s'apporte des choses totalement différentes. Et je trouve que c'est très enrichissant pour les deux en fait. Et femme à femme, bah, je pense que mon passé d'esthétique aussi, tu vois, de mettre la femme en valeur, de prendre soin d'elle, etc., ça rentre dans mon mode de coaching. Alors, je leur fais pas les ongles, je les maquille pas, je vais pas, voilà. Mais le côté prends soin de toi, c'est important, tu es une belle personne, même si tu le vois pas, tu es très jolie, etc. Et c'est dit avec tellement de sincérité, de toute façon, et d'authenticité que ben voilà, la personne l'accueille finalement, alors qu'elle aurait eu tendance peut-être à le repousser par d'autres personnes.
Mm. Et donc, par contre, en tant que coach, ça t'est arrivé. Est-ce que dans ce cas-là, ça t'est arrivé de d'avoir cette impression de presque porter un masque dans ton activité ou même dans ta vie pour avoir un peu plus de légitimité ou de jouer un espèce de rôle pour réussir, entre guillemets. Tu es obligé d'adapter ton discours. Donc à partir de là, tu peux dire je porte un masque. De toute façon, on en porte tous les jours. Parce que bah, tu as mal dormi, tu es crevé. Si tu as des gamins en bas âge, ils t'ont fait chier toute la nuit et il faut que tu ailles au boulot et avec ta plus gros sourire pour aller voir tes clients. Donc automatiquement, tout le monde porte des masques, plus ou moins. Ce qui est important, c'est la vérité de cœur, c'est-à-dire de ne pas avoir le sentiment de se prostituer et de faire des choses contre ses propres valeurs. Bien sûr que des masques, j'en porte encore quand je suis pas bien, qu'il y a un truc qui me tracasse. Là, j'étais dans l'attente de Parcoursup pour mon gamin, j'étais pas bien. Pourtant, j'allais avec la banane auprès de mes clients. Euh, j'ai été obligée un peu de modifier ma façon aussi de communiquer parce que j'avais une communication très tournée, très empathique. Et je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils m'associaient plus, je pense, à un coach de vie qu'à un coach business parce que je parlais très peu business, parce que pour moi, l'important, c'est le chef d'entreprise lui-même. Le boulot, il va suivre derrière automatiquement si la personne est bien. Donc, j'ai travaillé ça différemment. J'ai commencé à parler de 7 piliers, de méthodes, voilà, de ramener à des choses un peu plus dans le vocabulaire business, en fait. Mais c'est pas parce que j'ai changé moi, mais parce que ben, il faut aussi montrer cette casquette-là. Quand on est chef d'entreprise, des casquettes, des masques, on en a 15. On est comptable, on est commercial, on est communicant sur les réseaux sociaux, on est manager, enfin, on est banquier, on est comptable, on est absolument tout. Donc, on est bien obligé aussi à un moment donné d'assumer ces différents rôles, des rôles qui nous sont plus ou moins faciles, mais des rôles qui sont de toute façon indispensables. Et tu peux pas avoir la même tenue quand tu es manager que quand tu vas discuter avec ton banquier et ton comptable. Tu n'as pas déjà les mêmes vocabulaires, tu n'as pas la même attitude, tu n'y vas pas pour les mêmes choses. Donc automatiquement, il faut s'adapter. Mais pour moi, c'est pas se travertir ou c'est pas tu vois, se métamorphoser. C'est vraiment pas ça du tout l'idée. C'est juste de s'adapter à l'interlocuteur, à la situation et à nos attentes en fait. Mm. Et Hyper mettre de l'intention dans tout ce qu'on fait. bien. Mm. Et du coup, aujourd'hui, donc là, tu nous dis vraiment, toi, ce qui t'importe, c'est le chef d'entreprise en lui-même. C'est quoi donc ta mission aujourd'hui? Ma mission, c'est de permettre au chef d'entreprise d'être aligné avec son projet, de trouver des stratégies, une structuration qui lui convient en fonction de toutes ses envies et de ses rêves. C'est vraiment d'aligner un peu tous. Les 7 piliers, c'est simple, c'est les finances, la stratégie, la structuration, la communication interne, la communication externe, tout ce qui va être modernisation, automatisation et la vie perso du chef d'entreprise. Donc le but, c'est vraiment que ces 7 éléments-là tournent autour de lui et pas qu'il soit à bout de bras en train d'essayer de les tenir pour pas que ça se casse la gueule. Voilà, l'image, si tu veux, ça serait ça. C'est vraiment de faire en sorte d'avoir ces 7 piliers qui le servent, qui sachent les lever, les monter, les actionner quand il faut, mais qui n'ait plus la sensation de tout porter à bout de bras et puis le sortir de sa solitude, parce que c'est pas toujours évident de parler de ses problèmes à qui que ce soit. Finalement, le coaching, c'est ton outil, c'est ton moyen d'action. Mais si on regarde euh, d'un plus grand œil, c'est pas très Ouais, français ce une que je vision dis. plus large. Voilà. J'ai du mal à structurer dans ma tête ma question, mais quelle est, selon toi, euh, ta mission qui va au-delà même de tes accompagnements et qui guide presque ta manière d'être et de faire dans ce monde? Alors, je sais pas si je réponds à côté, tu me diras. Euh, Mon truc, c'est vraiment la personne à part entière. L'accompagnement, le consulting, etc., tous mes outils à moi servent en fait l'individu. Et, euh, et du coup, c'est ça en fait ce qui va me différencier d'un coach normal de vie, etc., c'est que je vais m'intéresser à l'entreprise. Ce qui va me différencier du coach business qui va être très consultant, c'est d'apporter cette touche de coaching pour que la personne soit bien dans ce qu'elle fait. Hmm.
Je sais pas si c'est Donc, clair. donc toi, clairement, ce que tu recherches, c'est finalement l'épanouissement, le bonheur du chef d'entreprise à la fois dans son pro et... La sérénité, la sérénité et la banane. Voilà. ok. Les deux trucs que je recherche, c'est vraiment ça. Le fait qu'il soit serein, qu'il ait la banane quand il vient au boulot, qu'il en vient à nouveau de tout défoncer et qu'il arrive à vraiment en vivre de façon la plus équilibrée, sereine possible. Toi, à quel moment tu as compris que justement euh, toute ton expérience et aussi l'expérience de tes parents, ça allait pouvoir nourrir les autres? Peut-être parce que je suis moi-même une chef d'entreprise depuis très longtemps et que du coup, je connais les difficultés, les douleurs de chacun, pas juste parce que je les ai lues, mais parce que je les ai vécues et je sais très bien l'impact que ça a sur toutes les dimensions de la vie du chef d'entreprise. Je pense que c'est ça. Et ce qui m'en a fait prendre vraiment confiance, c'est la personne que j'avais rencontrée via Rivalis, qui m'a mis tout ça en lumière dans le nez en me disant, mais tu te rends compte, toi, tu as déjà vécu ça, tu as déjà fait ci, tu as déjà fait là, tu connais ci, tu connais ça. Et avec ton empathie, ta gentillesse et ta façon d'aborder les gens, mais tu peux que aider et réussir vraiment là-dedans. Ok, top. Euh, Est-ce qu'il y a une situation particulière avec un de tes clients ou une de tes clientes qui t'a vraiment touché, bouleversé, marqué et qui résume un petit peu ton approche? Il y en a plusieurs. Euh, Il y en a plusieurs. La première que j'ai envie de citer, c'est une femme, Anne, qui m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Elle me dit, mais comprends-moi, tu m'as sauvé la vie, pas j'allais me tuer, mais tu as sauvé ma vie pro, tu as sauvé ma vie perso, j'ai retrouvé un équilibre avec mon mari, sacrément avec mon gamin. Enfin voilà, elle a retrouvé sa place, elle a retrouvé la sérénité qui fait qu'elle est disponible pour sa famille. J'ai Fred qui lui m'a dit, punaise, Caro, ça faisait 15 ou 20 ans qu'il était à son compte. Il me dit, j'en avais ras-le-bol, j'étais plus motivée pour m'engager dans de nouveaux projets. Et grâce à toi, ben, j'ai créé ce nouveau showroom. Enfin, chacun a sa petite histoire derrière, si tu veux. J'ai une cliente qui avait le rêve d'avoir son propre resto et qui avait vraiment pas les finances. Et aujourd'hui, bah, elle n'a pas son propre resto, mais elle a fait des travaux pour plus de 100 000 euros pour avoir l'outil un peu plus adapté et qui se rapprochait au maximum de ses rêves. Donc toutes ces réussites-là, mais c'est ça qui nourrit, quoi. Ouais, c'est vraiment incroyable de voir l'impact que ça peut avoir quand on est accompagné. Qu'est-ce que... Déjà, pardon. Pardon, non, je te laisse terminer. Non, quand tu es chef d'entreprise, très souvent, tu as la tête dans le guidon et tu n'as pas le temps de te poser et de réfléchir à de la structuration, à toutes les choses que j'ai dit, de la stratégie, etc. Donc le fait de se poser avec quelqu'un qui t'amène un regard extérieur, qui a une expertise de par sa propre expérience, mais également l'expérience de ses clients, ben, ça te permet aussi de poser un petit peu les choses, de voir différemment et d'essayer des choses différentes auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Pas parce que n'étais pas capable d'y penser, mais juste parce que tu prenais pas le temps de te poser les bonnes questions. Et quelle est la plus grande transformation d'un de tes clients qui t'a apporté la plus grande transformation pour toi, en tant que coach ou en tant que maman, en tant que personne, peu importe. Euh, je fais le tour un peu vite fait dans ma tête, mais je pense que je vais reparler d'Anne en fait. Euh, Anne, elle m'a apporté la plus grande satisfaction. Quand je l'ai rencontrée au début, c'était une femme incroyable qui ne le voyait pas, qui donnait énormément aux autres, quitte à se pénaliser, qui avait des problèmes de santé, donc qui ne pouvait pas fournir un travail 8 heures d'affilée par jour, 5 jours par semaine. Enfin, c'était assez compliqué. Et quand je l'ai rencontrée, elle était au bord du burn-out. C'est-à-dire que je l'ai eue au téléphone, elle pleurait. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Anne? Elle me dit, mais tu te rends pas compte, je dois aller voir mon comptable. Je lui fais, et? Elle me dit, mais j'ai tellement l'impression de me faire avoir, j'y comprends rien, que bah, ça me panique, je sais que je vais ressortir encore avec plus de questions. Donc voilà, on a travaillé tout sur entre autres sur ce plan-là. Et aujourd'hui, elle se présente, elle dit, moi, je suis Anne, je suis chef d'entreprise, j'ai 3 entités et je gère ça et je gagne ma vie et je suis bien, j'ai un rythme de travail qui me convient et je m'épanouis aussi bien dans ma vie perso que ma vie pro. Et ça te renforce dans l'idée que l'équilibre vie pro, vie perso, le fait d'être bien, d'être aligné, d'avoir quelque chose qui te corresponde vraiment et qui serve tes rêves, encore une fois, bah c'est hyper épanouissant.
Ça a été peut-être un rappel pour toi aussi de peut-être travailler encore plus sur comment toi tu pouvais renforcer cet équilibre vie pro, C'est vie perso. tellement une priorité pour moi, mais vraiment. Parce que bah, j'ai rencontré mon deuxième mari tard et je me dis qu'on a perdu beaucoup de temps, donc on n'a plus de temps à perdre. Donc moi, je sacrifie pas ma vie avec mon mari pour mes clients. Je suis prête à faire des entorses à mes règles de base, du genre pas travailler le soir. Par exemple, les conférences, j'avais pas le choix pour le laboratoire pharmaceutique, c'était qu'à partir de 20 heures. Donc là, je l'ai fait, mais c'était 3 soirs sur l'année, tu vois. Mais à part ça, je vais pas. Je sais m'octroyer des moments avec lui. Il a un métier où il a des horaires décalés, il travaille le week-end. Enfin voilà, c'est très compliqué. La liberté d'être à son compte, c'est de se dire, bah, écoute, ce jour-là, il est en repos, on pourrait aller faire ça, ça, ça et ça. Bah, ce jour-là, je me bloque pas de rendez-vous et je vais avec lui. Quitte à, s'il faut, bosser un peu le samedi parce qu'il fait 24 heures et que voilà, ça me pose aucun souci. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai pas besoin de me le rappeler, ça. Et tu sais, quand ta maman part de bonheur comme ça, qu'elle n'a pas goûté la retraite et qu'elle s'est tuée au boulot, je pense que c'est suffisamment fort pour pas que tu aies besoin qu'on te le rappelle. Est-ce que au fil du temps, ta vision et donc ta vision de l'entrepreneuriat, de peut-être ta notion de réussite et d'échec et même ta voix VOIX, mais aussi VOIE, a évolué dans le fond et dans la forme? Alors, ma notion d'entrepreneuriat n'a pas changé dans la volonté de passer à l'action, d'entreprendre des choses, tu vois, d'essayer des choses nouvelles, d'essayer d'impacter les gens, de vraiment avoir une utilité en fait aux autres. C'est pas impacter, c'est pas juste où je suis là, écoutez-moi, c'est ce que je vais te dire peut changer ta vie. Et ça, j'en suis mais convaincue. Parce que ben, je l'ai vu chez mes clients, parce que je me le suis appliqué à moi-même et je vois la différence avec ma vie d'aujourd'hui et d'il y a 10 15 ans. Donc, l'impact automatiquement est là. Ma vision d'entrepreneuriat, si on l'élargit un peu à se dire, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que tu travailles dur pour y arriver, etc. Il y a plein de choses en fait. Tu n'es pas obligé de bosser 12 heures par jour, 5 ou 6 jours sur la semaine pour y arriver. Il y a des outils, il y a des rencontres, il y a de la sous-traitance, il y a des collaborations. Enfin, il y a plein de façons de faire les choses différemment en fonction de tes priorités à toi. Donc ça, oui, je l'avais compris un petit peu du temps où j'étais avec mes parents parce que j'avais mis de l'automatisation. On faisait des bons de livraison manuels. J'y passais en moyenne 3 heures par jour. À la fin, c'était 10 minutes. Tu vois, j'avais vraiment tout automatisé avec un système de puces. Enfin, j'avais fait développer un logiciel avec un co-développeur et ils ont fait un logiciel sur mesure. Donc, des solutions, on en trouve. Il faut réussir à savoir laquelle est pertinente, dans laquelle j'investis, pourquoi je le fais et avec qui je vais le faire et comment je vais le mettre en place chez moi. Donc ça, c'est des choses, si tu veux, voilà, il faut vraiment que ça matche. Donc voilà, sur l'entrepreneuriat, vraiment ce qui a changé. Et la deuxième partie de ta C'est sur question, ta notion de réussite et d'échec. alors c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, certains diraient, ouais, mais tu as fermé l'entreprise de tes parents, tu as fermé la tienne, c'est un échec. Moi, ça n'a pas été un échec. Parce que ça a été une décision que j'ai prise en pleine conscience avec mes valeurs, mes priorités et du respect et d'amour pour moi. Donc pour moi, c'est pas un échec. L'échec, pour moi, c'est celui de rien essayer. L'échec, c'est la personne qui va dire, ah, j'aimerais bien mettre à mon compte. T'as de la chance, hein, punaise, et qui ne le fait pas. Ça, pour moi, c'est un échec. Ou c'est la personne qui va dire, ouais, je vais me lancer, mais je vais garder un mi-temps à côté. Et qui s'encroute là-dedans et qui n'arrive pas à un moment donné à faire la bascule. Ça, pour moi, c'est un échec. Le fait de la réussite ou pas, c'est pas ce qui définit l'échec pour moi. Et en toute transparence, alors, est-ce que aujourd'hui tu as le regret, le sentiment d'échec de ne pas avoir testé quelque chose à l'heure actuelle? Ouais, un truc. J'étais partie au collège au Mexique pendant 3 semaines chez l'habitant. C'est un échange scolaire, c'était un truc de fou. Et le directeur de l'école de là-bas m'avait dit, si tu trouves pas de boulot en France, tu viens au Mexique et tu seras prof de français chez moi et je t'hébergerai le temps qu'il faut. Enfin, il m'avait fait un pont d'or. Et donc, je suis partie, j'ai fait mes études, j'ai toujours gardé cette idée en tête. L'Amérique latine m'a toujours beaucoup attirée. Et je m'étais dit, bah, si je trouve pas de boulot en France, donc là, je sortais de l'esthétique, tu vois, en juin, juillet, j'ai commencé à chercher du boulot. Je m'étais laissée jusqu'à fin août. Et j'ai dit à fin août, si j'ai pas de boulot, je prends ma valise et je pars au Mexique, je le rappelle, je reprends contact avec lui et j'y vais. Et j'ai trouvé du boulot début août, donc je l'ai pas fait. Et ça, ouais, je pense que c'est
le plus gros regret de ma vie pour l'instant. Je sais pas si ça aurait été mieux ou pas, hein, mais je rêvais de cette vie-là. Tu vois, dans mon idée, c'était aller bosser 3, 4, 5 ans dans cette école et d'après en profiter pour aller visiter toute l'Amérique latine, tu vois, même en stop. Je m'en foutais, moi, à l'époque. Voilà, quand tu as 18, 20 ans, tu crains rien, quoi. Même si c'est juste de l'inconscience parfois. Donc voilà, ouais, ça sera peut-être le regret parce que ça m'a toujours beaucoup attiré, cette culture hispanique du côté de l'Amérique latine, enfin même l'Espagne, mais puis la langue, j'adore parler l'espagnol. Donc, Ah bah ouais, encore un qu'est-ce point que commun avec toi, c'est pareil, j'ai toujours aimé. on va finir en espagnol sur la fin de de l'interview. Désolée tout le monde. Et donc ça veut dire que là, dans ton business et dans ta vie, même dans ta vie privée finalement, tu t'autorises à écouter tous tes élans du cœur, à vraiment te fermer à aucune opportunité dont tu parlais tout à l'heure. Où il y a certains moments où tu vas quand même avoir une petite voix et tu la fais taire parce que c'est pas le bon moment, parce que on a d'autres priorités, ça rentre pas dans le business, des choses comme ça. Je suis une grande épicurienne et je suis une grande opportuniste, mais pas dans le sens profiter des autres, dans le sens de saisir des opportunités. Ce mot, je l'adore, mais il est trop mal perçu en fait. Il faut bien le remettre dans son cadre. C'est accepter de l'opportunité d'être opportuniste. C'est pas de profiter, d'être malveillant avec les autres. Et du moment que l'opportunité, pardon, est en lien avec mes valeurs et avec ce que j'ai envie d'apporter, tu vois, aux autres, j'hésite très peu. Je Mm. suis assez fonceuse en fait là-dessus. Autant il y a des trucs, je sais m'arrêter, autant là-dessus, si c'est un élan du cœur, j'ai pas. Ça, j'ai beaucoup à apprendre de toi, même si, même si aujourd'hui je l'écoute beaucoup. C'est vrai que pendant un moment, la joie, c'est ce qui me manquait le plus dans mon business, parce que bah, comme toi, je croyais qu'il fallait travailler dur pour réussir, et donc tout ce qui pouvait procurer de la joie, c'était pour plus tard. Tu sais ce que je fais avec mes clients et puis même avec des amis quand ils n'ont pas la niaque comme ça, on se fixe des mini-objectifs, mais par palier. Et à chaque palier, on met une récompense différente. Et je dis, mais on va y mettre du fun, on va se le faire en mode concours, on va se le mettre, on va s'appeler, on va se motiver. Et puis la taille de la récompense évolue et très souvent on la partage en fait au final. Et du coup, bah, ça te permet de passer à l'action parce qu'en fait, le plus gros danger du chef d'entreprise, c'est celui qui a 20 000 idées mais qui fera jamais rien. Et ce passage à l'action, il y a des moments où il n'est pas facile à faire. Même moi, des fois, tu sais, moi, je me rappelle en septembre, j'ai eu une grosse coupure, j'ai presque pris un mois. En septembre, j'y arrivais plus. J'y arrivais plus, j'avais plus envie, j'avais plus. Tu sais, puis quand tu travailles de chez toi, moi je travaille de mon domicile. Donc ça, c'est aussi un projet d'avoir plus tard un bureau à l'extérieur pour avoir un cadre vraiment de travail, tu vois, qui me soit plus simple. Euh, voilà, c'est ce passage à l'action qu'il faut relancer. Tu as l'impression de relancer la machine. Et les premiers coups de pédale, ils sont tellement durs à faire. Après, une fois qu'ils sont en place, ça avance. Mais si tu arrives à faire des petits coups de pédale en mode copine ou copain, et on se met des petits challenges, et on se marre, et on se tient au courant des trucs, et on vanne celui qui n'a pas réussi, et puis voilà. Mais voilà, il faut que ce soit fait dans la bonne humeur. Et bah, c'est ce que j'ai fait un peu avec toi. Quand la première fois qu'on a communiqué, j'ai dit, OK, t'as envie de faire une chaîne YouTube? Eh ben, on y va quand? Avec qui tu veux la faire, cette première interview? Et c'était vraiment ce rôle. Bon, allez, tu l'as dit, maintenant tu le fais quand? Pose ta line. Si tu poses pas ta date, tu ne passes jamais à l'action. C'est clair. Et moi, je l'ai remarqué, c'est que souvent, les choses qui me faisaient le plus kiffer, mais où je savais que c'était la bonne voie à prendre, bah, c'est forcément là où on a le plus peur aussi. Et donc, on repousse. Mais c'est vrai que tu parlais beaucoup de solitude. Moi, j'en ai beaucoup souffert aussi. Et c'est vrai que de pouvoir s'entourer d'entrepreneurs qui aiment se challenger ensemble sans qu'il y ait cet esprit euh, compétitif, malsain en tout cas, Mm. mais vraiment que ce soit challengeant pour chacun. Et nous aussi, on a ce système de, bah, on a une petite cagnotte et on se fait un resto à la fin pour ça. Et en fait, c'est hyper stimulant et ça, c'est très chouette. Il y a deux choses quand tu as du mal à passer à l'action. C'est l'engagement, c'est-à-dire dire à quelqu'un ou à plusieurs personnes ce que tu veux faire, de mettre des objectifs avec la récompense derrière et dire pour quand c'est, mettre vraiment une temporalité. Et pas te mettre des objectifs de fou à des distances pas croyables. Si par exemple, je dis n'importe quoi, ton objectif, c'est de pouvoir aller faire un voyage comme moi, tiens, au Chili, tu vois. Et je me dis, bah, ça, je le ferai dans 5 ans. Si je me dis ça,
Mais jamais j'y arriverai parce que c'est trop d'argent, comment je vais économiser ça? J'ai mon gamin qui part faire ses études, j'ai ci, j'ai là, machin. Par contre, si je me dis, bah écoute, pour y arriver, tu dois faire tant par an, tu dois mettre tant de côté par an. Donc du coup, bah, au trimestre, ça représente ça. Déjà, le trimestre, tu vois, au niveau dimensionnel, c'est quelque chose que tu arrives à garder facilement un peu en tête. L'année, déjà, c'est plus compliqué. Donc, faire des mini-étapes qui servent ton objectif final, mais des mini-étapes qui te donnent envie de les passer. Et à travers, bah, voilà, d'y mettre du fun, d'y mettre des jeux, d'y mettre des récompenses, d'y mettre ce que l'on veut dedans, mais quelque chose qui, voilà. Et puis de l'engagement, de le dire aux autres. On n'a tellement pas envie de décevoir ceux qu'on aime que qu'on leur a dit à telle date j'aurais fait ça, bah, si tu l'as pas fait, tu as une paire de boules comme ça. Donc je peux te garantir qu'avant la date, tu vas tout donner pour y arriver. Et même si tu n'y arrives pas, tu es passé à l'action et tu as avancé. Et même si tu n'as pas mesuré cette évolution-là, elle existe. C'est elle qui va te permettre de repasser à un autre objectif légèrement plus haut, un peu plus sur la marche du dessus. Donc, finalement, un objectif, c'est chouette si on le réussit, mais c'est surtout, il a la valeur de te faire bouger, de te faire aller dans le sens où tu veux aller. Mm. Et c'est hyper important ce que tu dis de s'engager auprès des autres, parler de ses projets, etc. Mais on a aussi une croyance, alors je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, et je ne sais pas si c'est propre à la culture française ou pas, mais il y a aussi ce truc de, on entend beaucoup, il faut avancer en silence, il ne faut pas parler de ses projets, déjà pour pas attiser la jalousie, j'entends aussi certains qui ont peur de l'éventuelle concurrence, qu'on vole les idées, etc. Comment on fait pour trouver Ah, le juste équilibre, du coup? ouais. Alors, le truc, c'est de savoir à qui tu l'as dit. Déjà de base, évidemment que sur les réseaux sociaux, je vais pas crier. Mon objectif, c'est de trouver 25 nouveaux clients d'ici la fin de l'année. D'abord, d'une, ça serait irréalisable. De deux, ça colle pas du tout à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Mais par contre, si je le dis à ma meilleure amie, bah tiens, j'ai besoin, ou à toi par exemple, où on arrive à être en synergie régulièrement, te dire, bon allez Marine, tu te poses quoi, toi, comme objectif? Bon allez, moi je me mets ça. Toutes les deux, c'est pas une histoire de concurrence, c'est juste une histoire, voilà, je sais que tu vas pas me piquer. Et puis je vais te donner, je vais pas te dire par quel moyen forcément je vais y arriver. Parce Mm. que ça, il faut que ça soit intrinsèque, il faut que ça te motive, il faut que ça te donne envie de le faire. Donc, même si tu partages un objectif avec quelques personnes, tu ne le partages pas avec tout le monde, on est bien d'accord, et tu vas pas révéler forcément le moyen que toi, tu as choisi pour toi pour y arriver. C'est juste des chiffres à la fin. Trois nouveaux clients, d'avoir pris une journée de congé supplémentaire par semaine, d'avoir été au cinéma avec ton gamin parce que ça fait déjà 6 mois que tu lui dis que tu y vas et puis tu n'y vas jamais. C'est très con, les objectifs. Il y en a plein, il y en a des simples, il y en a des plus durs. Le tout, c'est qu'à la fin, ils servent l'objectif final. Et avant que j'oublie, puisque ma feuille commence à se remplir un peu dans tous les sens, tout à l'heure, justement, tu parlais sur l'équilibre, le temps, etc., que toi, tu sacrifiais pas, ou en tout cas, c'est vraiment l'une de tes valeurs de pas laisser passer le pro au-dessus du perso. Combien d'heures tu travailles en moyenne par semaine? En moyenne, je fais un gros mi-temps. Je dois même pas faire de tiers de temps. Je dois faire un gros mi-temps aujourd'hui. Ok. Euh, Et tu as pour objectif de maintenir ce rythme ou de continuer à le réduire ou de l'augmenter? Alors, dans un premier temps, pas le réduire, l'augmenter. Ça, c'est clair et net. Euh, Après, à la longue, tu vois, mon mari, il a 10 ans de plus que moi. Quand lui sera à la retraite, je sais pas. Après, je lui ai dit, tu sais, moi, je peux, parce qu'on a le rêve de partir voyager. Je dis, moi, du moment que j'ai une connexion Internet, je mène mon ordi, je travaille un jour sur deux, ou je travaille 2 jours sur 3 de la semaine, ou 3 jours sur les 2 jours sur les 5 jours de la semaine. Et je bosse de n'importe où, en fait. Donc, j'ai aussi organisé ça, si tu veux, dans ce but-là, c'est de me dire, je veux pas me retrouver bloquée quelque part. J'ai envie d'avoir, même si je le fais pas, d'avoir cette possibilité de liberté de partir, de voyager, d'organiser mon temps pour pouvoir vraiment équilibrer et faire en fonction de nos envies et pas seulement de ce que l'on doit faire. Hmm. Aujourd'hui, tu accompagnes principalement des chefs d'entreprise qui sont en plus sur des business présentiels ou distanciels? 50-50. J'ai monté un programme de groupe qui est 100% en ligne parce que j'ai des clientes. C'est un petit groupe que je voulais, donc j'ai pris que 4 personnes. J'en ai une qui est du côté Strasbourg, une à Marseille, une qui est du côté de la Bretagne et l'autre qui est dans le sud-ouest. Donc tu vois vraiment les 4 coins de la France.
Donc là, du coup, pas le choix, ça va être du distanciel. En 1 à 1, j'ai qu'un distanciel pour l'instant, parce que bah, ça ne s'est pas trouvé plus que ça. Mais après, tu vois, j'avais beaucoup de freins avec le distanciel au début. J'y croyais pas. Je me disais, mais avec le distanciel, tu n'arriveras pas à créer cette qualité d'échange, cette intimité finalement. Et bah, le fait d'avoir fait ces conférences et d'avoir monté ces entretiens, où j'ai fait tous mes entretiens par téléphone, alors avec vidéo par contre, mais j'ai réussi tout de suite à accrocher avec la personne et inversement. Donc je me dis, en fait, c'était une croyance limitante. Aujourd'hui, la technologie nous enlève toutes ces barrières-là. Et bah, ça serait dommage de s'en priver, Ouais. à mon sens. Là, aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu tous les profils de chefs d'entreprise que tu as accompagnés ou même que tu peux euh, juste côtoyer, quelle quelle est la situation commune dans ce qu'ils traversent? Qu'est-ce qui revient finalement le plus souvent dans leurs obstacles et leurs questionnements? Alors, ce qui revient très souvent, c'est la personne n'a pas forcément de vision, de mission et d'objectif réel vraiment posé, très souvent. Euh, et tu as celle qui a la sensation d'avoir déjà tout essayé, de se donner à fond et de ne pas y arriver. Donc, de la lassitude, du découragement, de la solitude, tous, la solitude. Euh, ouais, puis souvent des personnes qui sont limite burn-out, tu vois, tellement qu'elles en ont ras-le-bol, quoi. Elles ne vont pas te le dire tout de suite parce que le chef d'entreprise a plein de croyances, il a un ego un peu surdimensionné et il le faut, c'est pas une critique. Et du coup, il croit qu'il doit toujours se montrer fort, toujours montrer savoir qu'il sait, qu'il maîtrise, etc. Et moi, je mets beaucoup de vulnérabilité là-dedans. Et au contraire, je trouve que c'est très positif avec ces équipes quand on se montre un peu vulnérable et qu'on dise, voilà, il y a tel et tel truc qui fonctionne pas bien, j'arrive pas à trouver une bonne solution qui me satisfasse et qui pourrait vous satisfaire vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre un temps pour brainstormer un peu ensemble, de voir si vous, vous avez des pistes différentes? Et ceux qui arrivent à mettre ça en place avec les équipes, bah, les équipes sont super soudées. Les gens viennent avec la banane au boulot parce qu'ils savent que bah, le patron, c'est un être humain et que des fois, lui aussi, il est en difficulté, mais il sait qu'il peut compter sur chacun de nous. Enfin, ça met vraiment une confiance hyper importante dans les équipes aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, si tu veux, où j'aurais tendance à bien bosser. Et sur toutes ces situations, peu importe la situation, outre la vulnérabilité, qu'est-ce qui, selon toi, manque le plus à tous ces entrepreneurs? Bah, c'est ce que je disais de l'entourage. Mm. Un entourage à qui il peut se dire, là, je galère. Là, j'y arrive pas. Alors, ça rejoint un peu la vulnérabilité peut-être aussi, je sais pas. Ouais, Mais, l'entourage, ouais. euh, l'entourage, en fait. Ouais, je pense que l'entourage est primordial, que ce soit des groupes de chefs d'entreprise, mais souvent là-dedans, c'est un petit peu le coq, c'est pas évident de parler, mais on arrive à trouver quelques personnes à qui on peut communiquer. La famille, c'est toujours compliqué. Moi, par exemple, je parlais de Fred tout à l'heure. Sa femme, lui, était enseignante. Il travaille avec son frère. Et un jour, il m'a présenté un mec qui est devenu client après. Et il lui a dit, bah, tu vois, avec mon frère, je parle boulot. Avec ma femme, ben, j'en parle pas trop parce qu'elle n'est pas là-dedans. Donc, on a du mal un peu. Enfin, elle comprend pas la finesse du truc. Il dit, Caro, c'est la seule à qui je peux tout dire. Je parle aussi bien de ma femme que de mon boulot, que de ma vie d'enfant, que de mes enfants. Enfin voilà, c'est d'avoir cette qualité d'écoute-là, en fait, qui fait un bon coach. C'est pas... Pour moi, le bon coach, c'est celui qui sait écouter, qui va savoir poser la bonne question, qui va aller titiller et qui parfois te remue. J'avais eu des commentaires sur des avis Google, vous pouvez aller vous amuser à les voir. Il y en a un, c'était derrière son sourire très prévenant, Caroline s'appuie là où ça fait mal, un truc comme ça, mais tout dans la bienveillance, c'était marqué. Enfin, c'était très mignon comme c'était dit. Mais en gros, ce que je leur dis, je suis là pour être ta meilleure amie. Mais une vraie amie, elle va pas dire ce que tu fais, c'est génial quand tu vas droit dans le mur. Elle va te dire non, mais tu te fous de ma gueule, Marine, là, qu'est-ce que tu es en train de branler? Tu te remets un peu au boulot, non? Voilà, ça, c'est une amie. Celle qui va te dire oh, t'as cette robe, elle va trop bien. Et qu'en fait, eh ben, tu ressembles à un petit knacky serré à la ficelle de gigot. Pas une bonne amie. C'est elle qui va dire t'es sûre de ta tenue, Marine? T'as des tenues qui te vont vachement mieux. Voilà, on n'est pas obligé d'être méchante non plus, tu vois. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'avoir un environnement de confiance et où tu sens que tu peux tout lâcher et que tu sais que tu risques d'en prendre plein la gueule. Mais c'est jamais méchant, c'est jamais agressif.
et c'est toujours pour ton bien à toi, te servir toi. On a besoin de gens comme ça. Celui qui te caresse tout le temps dans le dos, il t'aide pas à avancer. Et Des fois, c'est est-ce dans le... que tu as utilisé la métaphore de presque le ou la meilleure amie? Mais je sais que certains aiment garder quand même une certaine distance pour tout en allant en profondeur, etc. Mais justement pour pas rentrer dans ce cercle d'intimité qui peut parfois enfin pour certains poser problème. Toi, comment tu vois les choses? C'est un être humain. Donc, de toute façon, les personnes qui sont comme ça, elles auront une clientèle qui leur correspond. Il y a des personnes qui veulent pas être amies avec moi, qui peuvent pas me voir, qui me supportent pas mes mimiques, qui aiment pas ma façon de m'exprimer, et c'est OK. C'est OK, moi ça me dérange pas, ils vont voir quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de se sentir bien avec la personne. Moi, ça n'a jamais été un frein parce que j'ai toujours été dans des confidences en fait de plein de personnes. Mais les personnes, une fois, j'ai discuté avec un mec qui me dit, mais je sais pas pourquoi je te dis ça, j'en ai jamais parlé à personne. Je dis, bah, parce que tu te sens à l'aise et que tu vois que je te juge pas et qu'il n'y a pas de souci en fait, et c'est OK. Et c'était dans un cercle d'amis, tu vois, c'était un peu à répercussion. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu sais pas pourquoi des fois tu vas dire des choses à une personne, un truc que jamais tu t'étais dit, mais ça, je le dirais à personne. Et là, tu te balances sur le truc à la nana ou au mec et tu dis, mais merde, mais pourquoi je lui ai dit ça? Je n'avais pas envie de le faire. En fait, au fond de toi, tu avais envie de le partager parce que si tu y penses tout le temps, c'est que c'est bien que ça te remue et que ça te brasse et que tu es un peu enlisé dans la situation. Et le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de déposer déjà. Déjà, tu allèges la charge. Moi, j'ai une cliente, un jour, j'arrive, elle était en larmes, elle avait appris que sa fille avait été violée l'été d'avant. Mais comment je peux accompagner cette personne sans prendre ça en considération? Ce jour-là, j'ai fermé tous les papiers, j'ai fermé tous les classeurs, j'ai dit, viens, on va se promener et on va parler. Et elle a déposé, on a discuté de tout ça, on a mis des choses en place pour la gamine et pour elle. Mais voilà, ça, c'est être humain à 100% et de se dire que le chef d'entreprise, il est pas résumé que par sa performance d'entreprise. Non, c'est un très très beau rappel. Finalement, ça revient un peu à ta mission que tu vas avoir auprès des chefs d'entreprise, mais s'il y avait une chose, qu'est-ce que tu voudrais Comment j'arrive à formuler ça? Laisse-moi structurer. Allez. Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais voir dans le monde de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu aimerais plutôt ne plus jamais voir? Il y a plusieurs choses. La première, c'est ce que j'aimerais plus entendre, c'est que les chefs d'entreprise, c'est tous des connards, ils sont là pour exploiter les autres et se faire du fric grâce aux autres. Ça, c'est un truc qui m'horripile parce que c'est des personnes qui savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat et qu'est-ce que c'est que d'être à son compte, de mettre toute son économie là-dedans, toute son énergie, toute sa famille, tout son temps, tout ça. Donc ça, c'est un truc, ça me dérange beaucoup. L'autre chose que j'aimerais ne plus entendre dans l'entrepreneuriat, c'est j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Ok, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu n'arriveras pas? Et pourquoi tu dis que tu n'y arriveras jamais? Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Est-ce que tu veux qu'on en parle, qu'on aille plus loin, qu'on en aille trouver d'autres solutions, qu'on teste des trucs complètement barges et voir si ça marche ou pas? Et souvent, c'est la solitude qu'il y a derrière, en fait, qui est hyper pesante, là, encore une fois, quoi. Mm. Et on parle beaucoup là vraiment on a beaucoup employé le terme chef d'entreprise, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai une grande partie de mon audience qui est composée aussi de coachs, de thérapeutes, qui sont peut-être au début de leur chemin entrepreneurial ou des entrepreneurs qui cherchent à contribuer, à avoir de l'impact. Ce sont des personnes qui, bah, comme toi et moi, ont beaucoup de profondeur, ont beaucoup de sensibilité, beaucoup d'expertise aussi, mais qui, bah, peut-être contrairement à toi, n'ont pas forcément été baignés dans la culture de l'entrepreneuriat, etc. Et donc, c'est pas qu'ils sont pas capables de réfléchir comme des entrepreneurs, mais c'est ils n'adoptent pas cette posture, ou en tout cas, ils ne l'assument pas. D'ailleurs, moi, j'en ai fait partie au début. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes? Alors, j'ai envie d'ouvrir, bien sûr, à ton audience, mais même au-delà, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide d'entreprendre, il a envie de faire quelque chose qui lui offre la liberté de temps, la liberté de choix, la liberté de plein de choses, de construire. Et tous les chefs d'entreprise, tous les solopreneurs, tous les entrepreneurs le font sans aucune formation.
parce qu'elle n'existe pas. C'est pas de votre faute, elle n'existe pas. Donc, automatiquement, eh ben, on devient, je sais pas, on monte son entreprise de maçonnerie parce qu'on a un très bon maçon et qu'on en a marre de travailler pour un patron, qu'on a envie d'être son propre patron. Voilà le rêve de départ. Et en vrai, on ne sait pas toutes les casquettes qu'il y a derrière, tout ce qu'il va falloir monter en compétences, apprendre, galérer, se casser les dents, comment on fait pour rebondir, etc. Mais c'est normal, il n'y a pas d'école une fois de plus. Donc l'idée, bah, c'est de vous faire entourer au maximum. Alors soit dans des réseaux de chefs d'entreprise avec des chefs d'entreprise beaucoup plus avancés que vous, mais qui auront vraiment cette bienveillance la plupart du temps pour vous conseiller, pour vous montrer quelques petites ficelles. Évidemment, je vais faire ma pub. Il y a moi, moi ou quelqu'un d'autre, en tout cas un coach business qui lui va vraiment vous faire donner les clés au niveau mindset, posture, porter des casquettes, monter en compétences, expliquer des choses. Parce que des fois, quand on est chef d'entreprise, quand tu parles à ton comptable, il y a des trucs que tu ne piges pas ce qu'il dit, quoi. Il te parle de résultats, il te parle de BFR, il te parle de marge, ok, mais tout ça, ça se comprend. Il n'y a rien de sorcier. Parfois, il faut juste dire à ton comptable, écoute, parle-moi comme si j'avais 8 ans parce que je ne pie pas un mot de ce que tu me racontes. Et en règle générale, rien qu'en faisant cette demande-là, la personne se met un petit peu à un niveau un peu plus bas qui te permet de comprendre. Mais eh ben, il faut oser, il faut s'affirmer, il faut oser demander, il faut oser dire non parfois. Et tout ça, eh ben, ça s'apprend, c'est pas dans l'éducation qu'on a eue avec nos parents ou dans notre vie professionnelle en tant que salarié qu'on apprend ça. Donc, soit tu continues tout seul et tu y arriveras, j'en suis persuadée, mais ça va te prendre beaucoup plus de temps, tu vas faire plus d'erreurs, ça va être plus long, mais tu vas y arriver. Soit tu décides eh ben, d'aller chercher du conseil, chercher de l'accompagnement, et ce que je peux te garantir, c'est que tu iras plus vite, plus haut. Voilà, c'est tout. On n'est pas, j'ai pas de baguette magique à dire, allez, bricadabra, demain tu seras là. Si tu as envie de bosser, si tu es OK pour te remettre en question, si tu as envie d'essayer des choses nouvelles, si tu as envie de t'engager avec quelqu'un, eh ben, je suis là. Sinon, tu peux faire ta route tout seul, il n'y a aucun souci. Si tu te donnes les moyens, je suis sûre que tu y arriveras. Et toi, quel a été le plus gros, le meilleur conseil ou le plus gros déclic que un mentor, peut-être un coach à toi, enfin quelqu'un qui t'a accompagné sur ton chemin entrepreneurial, quelle est la meilleure chose qu'on t'ait apprise ou qu'on t'ait déclenché? Alors ça va être, ouais, si, la plus belle chose qu'on m'ait dit, parce que même encore aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal avec ça, c'est de me dire, mais tu te rends pas compte comme tu as un leadership de fou. Tu rayonnes, les gens, tu les attires. Je ne le vois pas, je ne le vois pas. Et ça, tu vois, il faut encore que je le travaille. Comme quoi, même à 47 balais, bah, il faut continuer d'avancer, de cravacher et de se remettre en question. Et j'ai aucun problème avec ça. J'adore l'autodérision, j'adore qu'on m'envoie des vannes et que j'en envoie et que ça se passe bien parce qu'on sait par qui c'est dit et comment c'est dit. Et ces genres de petites piques-là où tu dis, mais pourquoi ils voient ça de moi, quoi? Moi, j'ai grandi à pas faire de bruit, à pas faire de vagues et on est en train de me dire, mais tous les gens viennent vers toi. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai une copine où on était au collège ensemble et elle m'a dit, mais c'est marrant, tu l'as toujours eu ça. Et moi, au collège, je me sentais seule. Je me sentais seule. J'avais pas un groupe d'amis de fou du tout. Je me sentais vraiment presque exclue, tu vois. Donc, ça, j'arrive pas à le comprendre. Hmm. Donc, gardez toujours en tête, et ça, c'est la conclusion un petit peu de cet apprentissage, gardez toujours en tête quand tu veux pas te mettre en photo, quand tu veux pas te mettre en vidéo, quand tu oses pas t'exposer à tel et tel endroit, prendre la parole dans un lieu public ou peu importe, le regard que tu as sur toi ne sera jamais celui que les autres porteront sur toi. Et toutes les qualités que eux verront, toi, tu ne les verras absolument pas. Et en règle générale, la vision qu'ont les autres de toi est beaucoup mieux que celle que tu as de toi, parce que la personne la moins empathique envers toi-même, c'est toi-même. Donc voilà, donc faut pas avoir peur de ce qu'on renvoie, parce que ce qu'on renvoie est souvent plus beau que ce que l'on perçoit de soi-même. Hmm. Très belle conclusion. Et je t'avais demandé si le meilleur conseil qu'on t'ait donné, qui t'a aidé. Crois en toi, Hmm. crois en toi. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est vas-y. Crois en toi, tu es quelqu'un de bien, arrête de douter, tu sais, tes résultats sont là, vas-y, crois en toi. Ok, génial.
Pour conclure, alors là, tu as transmis plein de messages, donc à voir si tu en as un autre. Quel est le message qui te tient à cœur de transmettre envers et contre tout, si je peux dire, et euh, dans lequel tu ne te lasseras jamais, ça sera ton même discours dans 20 ans. Alors, il y a une phrase, il y a plusieurs phrases que j'aime beaucoup. Il y en a une, c'est à l'impossible, nul n'est tenu, qui reprend un peu l'idée de ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et il y a la phrase de Bouddha. Alors, je vais l'écorcher un peu parce que j'ai pas la phrase sous les yeux à vous lire, mais en gros, c'est si tu as un problème qu'il n'a pas de solution, t'inquiéter ne te sert à rien. Si tu as un problème et qu'il a une solution, t'inquiéter ne te sert à rien. Donc, relâche un peu, vas-y, fonce, teste, amuse-toi et ça va aller, quoi. Il n'y a rien d'irréversible si ce n'est la mort, j'ai Mm. envie de dire. Et c'est vraiment, mec, croque la vie. C'est profite, amuse-toi, mets du fun et prends plaisir dans tout ce que tu fais. Alors, il y a des choses qui sont moins drôles, hein, mais la compta, l'administratif, voilà. Mais ça fait partie du jeu et c'est ça qui permet bah, de suivre tes résultats, de progresser et d'avancer. Ok, bah écoute, merci pour tout ton partage qui a été très très riche, encore une fois, avec Puis on une leadership recommence, j'adore. naturel. Merci à toi, Marine, c'était Euh, toujours super chouette. ouais, Merci. merci beaucoup et je suis profondément touchée par la manière dont tu incarnes aussi tout ce que tu transmets. Donc pour ça, merci beaucoup et pour tous ceux qui voudront retrouver les coordonnées de Caroline, je mettrai dans la description. Merci, Marine, merci à tous. Et Merci. puis, bah, baissez pas les bras. Tant que, tant que le sifflet n'a pas sonné, la partie n'est pas finie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Impact. J'espère que ça vous a touché, inspiré ou réveillé quelque chose en vous. Si c'est le cas, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et surtout, n'oubliez pas, votre voix peut vraiment faire bouger les lignes. Alors je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire.